Bienvenue à toutes et à tous. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur les sous-marins porte-avions de la classe I-400. Cette fois, je vous propose de découvrir un autre concept de sous-marin japonais, la classe Kaiju. Nous sommes à la fin de l'année 1943 et la situation militaire de l'Empire du Japon est difficile. Depuis la bataille de Midway, en juin 1942, l'armée ne fait que reculer. Et alors que l'industrie américaine tourne à pleine puissance, parvenant à approvisionner 2 théâtres d'opération simultanément, l'industrie japonaise est absolument incapable de rivaliser. Les matières premières, qui pour la très grande majorité doivent être importées par mer, arrivent de plus en plus difficilement. Et les hommes étant envoyés au front, il y a de moins en moins de main-d'œuvre disponible. Et ça ne va qu'en empirant. C'est dans ce contexte que Uichiro Asano, instructeur à l'école d'ingénierie navale, développe le Kaiju, un sous-marin de poche biplace conçu pour attaquer les navires américains avec des torpilles ou en les éperonnant. Au début, l'idée était d'avoir de petits sous-marins à la structure simple, peu coûteux, et pouvant être construits rapidement. D'ailleurs, pour faciliter la construction, il utilisait même des pièces d'avion. À l'origine, il était prévu de le transporter à proximité des ports ennemis avec un sous-marin mer, sa très petite taille le rendant difficile à détecter. Et après s'être approché, étirer ses torpilles, retournerait au navire mer, ou éperonnerait le navire ennemi au besoin. Ce qui, dans ce cas, ne laissait évidemment que peu de chances de survie à l'équipage. Mais quand le développement se termina, début 1945, la situation s'était profondément détériorée et les Kaiju étaient désormais destinés à empêcher un prochain débarquement américain sur le territoire japonais. Il devient également ce que les Japonais appellent une arme d'attaque spéciale, comprendre une arme kamikaze. Dans ce but, l'avant du sous-marin a été modifié et chargé d'explosifs. Après la guerre, l'armée américaine a capturé de nombreux Kaiju, mais aucun n'avait de torpilles, ni même de lanceurs. En réalité, en 1945, le Japon n'avait tout simplement plus la capacité de produire de telles torpilles, et l'idée d'armer les Kaiju avait été abandonnée. Si bien que la seule fonction de ces sous-marins était d'éperonner les navires de débarquement américains et de se faire exploser avec eux. Même si le musée Yamato expose un Kaiju équipé de 2 lance-torpilles, on pense qu'en réalité une telle configuration n'a jamais été produite en série. En mars 1945, une base fut construite à Abulo-Tsubo, sur la péninsule de Miura, et la formation des équipages commença. Fin mai, il a été adopté comme arme avec d'autres armes d'attaque spéciales, comme les Kaiten et Koryu. La production en masse fut lancée dans l'urgence, et l'arsenal de Yokosuka s'était fixé pour objectif de fabriquer 700 Kaiju d'ici septembre. 224 furent construits avant la fin de la guerre. La plupart des Kaiju étaient basés à Yokosuka pour défendre l'entrée de la baie de Tokyo en cas d'invasion américaine. Certains étaient également stationnés à la pointe sud de la péninsule de Miura. Début août 1945, un Kaiju du 13e corps d'assaut, établi à Shimoda, sur la péninsule d'Izu, sortit contre des sous-marins ennemis, se trouvant du côté du phare de Mikotojima. En chemin, il a été attaqué par un avion embarqué américain alors qu'il naviguait en surface. Grâce à sa plongée rapide, il a pu s'échapper. Mais arrivé à destination, il n'y avait aucun navire ennemi et il retourna simplement à sa base. Quelques jours plus tard, l'empereur annonce la fin des combats. La bataille décisive du continent n'aura finalement pas lieu et aucun Kaiju n'a été utilisé au combat. Les Kaiju étaient construits à partir de 3 sections d'acier soudées, boulonnées ensemble,
avec la section avant, contenant l'ogive explosive, le milieu, avec les moteurs, le ballast, le carburant, les commandes et les batteries. La proue pouvait être avec ou sans ogive. À l'origine, et sur les premiers prototypes, cette partie était en fait un réservoir de carburant. Le fonctionnement du sous-marin était simple, et la formation des équipages rapide, avec un équipage réduit au strict minimum, à savoir un pilote et un capitaine. Le capitaine était chargé de rechercher les ennemis, à la jumelle à l'extérieur ou avec le périscope. C'était également lui qui faisait plonger ou remonter le sous-marin. Il devait également calculer la vitesse, la direction et la distance de l'ennemi pour le tir des torpilles. L'une des particularités du Kailyuu, c'est ses ailes sous la tourelle. Grâce à ça, les Kailyuu avaient une excellente flottabilité lorsqu'ils avançaient en surface et amélioraient la maniabilité en immersion. De plus, la plongée était extrêmement rapide. Avec un équipage bien entraîné, en à peine 5 secondes, le sous-marin était totalement immergé. Il avait aussi divers problèmes. Lorsqu'il naviguait en surface, il avait tendance à plonger à mesure qu'il accélérait. Et si le capitaine ne le remarque pas, l'eau de mer entre dans les tuyaux d'admission et d'échappement. Il y a eu plusieurs accidents d'asphyxie à cause de ça. Un autre gros problème vient de son système de torpilles. Ces 2 torpilles, d'un diamètre de 450 mm, n'étaient pas dans le sous-marin, mais logées dans des tubes de lancement qui étaient glissés le long de rails sous la coque, ce qui permet de réduire la taille du sous-marin et donc d'accélérer sa fabrication. En revanche, la vitesse du sous-marin était réduite de moitié quand il était équipé des tubes. Pour contrecarrer ce problème, une fois la torpille tirée, le tube glissait vers l'arrière le long du rail et se séparait de la coque. Le sous-marin pouvait ainsi ensuite fuir la zone à pleine vitesse ou foncer sur la cible. Ce système a un défaut évident. Après le premier tir, le sous-marin se retrouve déséquilibré, sans parler de l'hydrodynamique, ce qui complique grandement le contrôle et la visée. L'impact et le bruit du tir sont également de gros problèmes pour les équipages. De toute façon, finalement l'industrie japonaise n'avait plus les moyens de construire les torpilles, et le système de lance-torpilles fut abandonné pour la production en série. À la place, l'avant du sous-marin était chargé de 600 kg d'explosifs, qui étaient conçus pour exploser à l'impact. Les vibrations et le bruit ne sont donc plus vraiment un problème. Principalement destiné à attaquer les forces de débarquement ennemies pour un effet de surprise optimal et être le plus furtif et difficile à intercepter, il était prévu de déployer les Kailyuu de nuit. Il naviguerait en surface jusqu'à trouver une cible, puis plongerait pour se rapprocher jusqu'à une distance d'environ 800 mètres, où ils lanceraient leurs torpilles, à l'époque où il était prévu de les en équiper, puis éperonneraient les navires ennemis. Il était prévu de déployer les Kailyuu par groupe de 12, qui se déploieraient sur une ou 2 lignes face à l'ennemi. Profitant de l'obscurité et de leur nombre, ils pouvaient en théorie faire un barrage de 24 torpilles en tirant simultanément, puis profiter de la confusion pour foncer sur les navires ennemis dans une charge kamikaze. Mais ça, c'est sur le papier. En pratique, cette tactique semble totalement infaisable. Tout d'abord, il n'y avait aucun moyen de communication entre les sous-marins, ni même avec qui que ce soit d'ailleurs. Il était donc impossible pour les sous-marins de coopérer et d'agir en groupe. En plus, le capitaine ne pouvait compter que sur un petit périscope, au champ de vision limité, pour repérer les navires ennemis, calculer la vitesse, la direction et la distance pour lancer les torpilles au bon endroit. Il était plus efficace pour le capitaine de rechercher les navires ennemis à la jumelle en surface, mais en échange, il est bien sûr bien plus facile à détecter par les navires d'escorte. Surtout qu'il est lent, encore plus avec les torpilles, qui divisent sa vitesse par 2. Fin juin 1945, 3 Kailyuu ont effectué un entraînement de nuit. 2 d'entre eux n'ont pas réussi à trouver leur cible.
En revanche, lors d'un exercice à l'aube, le 17 mai 1945, malgré une bonne luminosité et une dizaine de gardes prévenus d'une prochaine attaque de torpilles, les Cailloux n'ont pas été repérés avant de lancer leurs torpilles qui ont également atteint leur cible. Bref, il peut réussir à mener des attaques furtives, à condition de réussir à trouver la cible. En raison de la pénurie de matériaux et de la baisse de qualité à la fin de la guerre, aussi bien du matériel que de la main-d'œuvre, on estime que les performances réelles du Caillou étaient nettement inférieures à ce qui était prévu. Sa faible vitesse aurait rendu difficile l'attaque même des navires de transport lent, car il aurait fait une cible facile pour les navires d'escorte. De plus, la proue qui fut finalement chargée d'explosifs était à l'origine un réservoir de carburant, d'une capacité de 600 litres. Il ne restait alors que le réservoir arrière, de 480 litres, réduisant considérablement sa portée, et donc son intérêt opérationnel. De plus, en se référant à l'exemple de la bataille d'Okinawa, les Alliés auraient d'abord effectué d'intenses bombardements préventifs sur les installations militaires terrestres. Il est donc fort probable que les bases des Cailloux soient détruites avant même qu'ils ne puissent être lancés. En conclusion, on estime que les capacités opérationnelles des Cailloux étaient très limitées et qu'il aurait été fort difficile d'obtenir des résultats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.